mesdames, messieurs, à cette émission Appel de l'Aurore. Pour votre plus grand plaisir, j'ai invité ce soir notre ami maintenant, depuis le temps qu'il vient, vous le connaissez de mieux en mieux, Marc Dion. Merci Marc d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Marie-Josée. Notre propos aujourd'hui, Marc, porte sur les grands-parents. Moi, j'avais envie de t'entendre par rapport au rôle important, discret, un peu parfois ambigu, difficile des grands-parents et du beau rapport souvent qu'ils ont avec les jeunes. Parce que c'est souvent une belle complicité, ça, j'en ai parlé moi-même quelques fois avec Gérard, la complicité des jeunes avec leurs grands-parents. Souvent, ça dépasse un peu les parents qui questionnent, qui se demandent quelle belle affection unit les deux. Bref, si on parlait, toi, Marc, est-ce que tu as eu des grands-parents qui ont été significatifs dans ta vie? Oui. Oui, j'ai eu un... Quel souvenir tu gardes de tes grands-parents? Moi, j'ai eu 4 grands-parents. Mais tu sais, des fois, aujourd'hui, on en a 6 ou 8. Ça dépend oui, des familles. Maintenant, là, c'est un enfant pour quelques grands-parents. Mais là, j'ai eu des grands-parents, mais ils sont morts quand j'étais quand même assez jeune. C'est que... Puis ils restaient loin de notre maison. On allait les voir. Moi, je me souviens des fêtes de Noël où on prenait le traversier à Saint-Angèle parce qu'il n'y avait pas de pont à ce moment-là. Puis c'était toute une fête pour nous, ma sœur et moi, avec mes parents, d'aller... mon grand-père tenait un hôtel comme une auberge là, à Champlain. Puis c'est une vieille bâtisse. Puis nous autres, on était petits, puis ça nous intriguait beaucoup. Puis c'est sûr que nos grands-parents, règle générale, ils n'ont pas à faire la discipline, à mettre des règlements au jour le jour dans une maisonnée. C'est sûr qu'il y a comme une espèce de liberté de jouer avec nous, de jaser, nous raconter des choses, nous gâter un peu. Tu as fait ça, toi, jouer avec ton grand-père, ta grand-mère? Oui. Ma grand-mère, oui. Parce que mon grand-père était hôtelier, puis souvent, lui, il travaillait fort. Ah oui. Mais ma grand-mère, elle avait plus de liberté de temps à elle. Curieux, hein? Ouais. C'est curieux. Mes enfants ont joué au toc, puis aux cartes, puis au romy avec leur grand-mère, ma mère. Je me souviens pas tellement d'avoir joué beaucoup avec ma mère, mais mes enfants se rappellent des garderies chez grand-maman pour jouer aux cartes, oui. C'est ça. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, selon toi, cette complicité, cette intimité entre les jeunes puis les grands-parents? Toi-même, tu en as fait l'expérience. Tu as été longtemps un animateur de pastoral. Tu vois à quel point les projets que tu créais pour les jeunes à l'intention des grands-parents, ça avait... Moi, ça fait déjà 10 ans aussi que j'avais que je travaillais avec des adolescents, puis ma compagne de vie, mon épouse, est devenue enceinte de notre plus grande, là, Sarah Pierre. Puis à un moment donné, Sarah Pierre, elle voulait aller à la chasse aux papillons. Bon. Oui, mais moi, les papillons, là, avec des adolescents, là, c'est pas mon trip, là, tu sais. Mais là, on a acheté un petit filet, puis en arrière de chez nous, il y a un petit boisé pour essayer de capturer des papillons, puis là, finalement, à les relaisser en liberté. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec un enfant... Tu redécouvres ton cœur d'enfant, mais tu redécouvres aussi les papillons. Hein? Fait qu'avec des grands-parents, c'est un peu la même chose. Tu as élevé tes enfants dans une certaine discipline. Puis là, tu te lâches lousse. Là, parce que tu te dis, wow! Des petits-enfants. Moi, j'ai des petits-enfants là, de 2 ans, 3 ans, 3 ans et demi. Là, je suis grand-père. Tu as eu des grands-parents, mais là, tu es grand-père. Puis là, je redécouvre les casse-têtes colorés. Aller voir dehors, si les poules ont fait des œufs. Bon, dans le sens, c'est sûr que c'est un monde de l'émerveillement. La chasse aux grenouilles. Ça, c'est pas arrivé encore, mais ça viendra. Ça s'en vient. Donc, c'est une belle joie dans la vie. C'est pour ça aussi qu'on dit toujours que vieillir, c'est une grâce, c'est un don. Puis moi, qui dans mon école secondaire, j'ai enterré notre communauté scolaire, enterré à peu près une 60aine de jeunes dans mes 35 ans.
des jeunes qui n'ont jamais pu devenir adultes, qui n'ont jamais devenu des gens dans la force de l'âge, qui n'ont pas eu le temps de construire quelque chose dans leur vie et d'avoir des enfants et des petits-enfants. Donc, vieillir, c'est un don de la vie. Tu sais, vieillir, moi, là, je suis bien plus heureux là qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Ah oui, vraiment. Vraiment. Je me sens plus unifié. Ah bon. Tu sais, puis je sens que mes amours sont ciblés. Tu sais, puis je mets de la qualité dans mes relations. Bon, c'est sûr que quelques-uns, là, j'ai quand même quelques ennemis. Oui. Mais les autres, ils ne peuvent pas Au fil dire du ça. temps, ça arrive. Ouais, c'est ça. Mais il y a des grands-parents qui sont privés aussi de leurs petits-enfants. Oui. Mais là, c'est un petit peu une la grande tragédie souffrance. qu'on a vécue dans la dernière année, là. C'est une grande souffrance pour les gens de ne pas avoir la communion avec leurs petits-enfants. D'une façon ou d'une autre, il y en a qui ont été tellement créatifs pour j'ai entendu des grands-parents qui nous racontaient comment ils avaient appris le Zoom, puis l'Internet, oui. puis le Facebook, puis le téléphone pour avoir des moments de qualité avec leurs petits-enfants. Mais c'est sûr que dans une difficulté, il y a toujours une opportunité qui s'ouvre. Tu sais, comme moi, je vais donner un exemple, là, la fameuse pandémie, les 10 000 personnes qui sont décédées, qu'on a fêté le 11 mars dernier, pour un État qui a décidé de la laïcité, c'est-à-dire de séparer le pouvoir religieux du pouvoir civil, bien, on a eu moi, j'ai trouvé qu'on a eu une cérémonie sobre, profonde, avec les familles endeuillées, quelques-unes, non partisans, tous les partis politiques étaient là, des représentants des travailleurs de l'homme, entre autres dans la santé, qui ont été au front sans trop d'équipement au début de la pandémie. C'est ça, on l'a rappelé. Hein? Mais pour dire que il y a eu une volée de cloches quand même, puis une minute de silence partout au Québec. Puis dans toutes les paroisses, on a invité les gens à se recueillir, puis à faire 3 minutes dans la volée de cloches. Donc, même dans une société moderne, laïque, il y a des temps pour célébrer des choses qui nous ont bouleversés, qui nous ont jetés à terre. Quand tu penses à des grands-parents qui sont morts dans la solitude, loin de leurs enfants, c'est quand même quelque chose. Puis même ceux qui sont dans des résidences ou qui sont dans leur foyer, qui ont plus de contact. De relations. Sinon, mais quand même, comme tu disais, il y a eu quand même du FaceTime, des ingéniosités. Zoom. Oui. Mais ça parle aussi de notre difficulté à s'ajuster au vieillissement. Hein? Oui. Puis, il y a une certaine forme de ségrégation qui a été beaucoup dénoncée par rapport aux personnes âgées. Je me souviens qu'il y avait des jeunes qui disaient « ben nous autres, on sera malades, puis on aura le COVID. » Oui, mais ça manquait un peu de sensibilité parce que si tu l'as, puis que tu le transmets à quelqu'un qui est plus vulnérable, tu risques sa vie. Oui, mais c'est sûr cette solidarité-là des générations, il faut la soutenir, l'accompagner, l'encourager, non? Non, puis moi, là, sérieusement, là, les CHSLD, là, tu sais, il y en a beaucoup qui dénigrent ça, là, mais c'est dans les derniers bouts de la vie, quand les gens sont plus autonomes, sont malades, qui ont besoin de présence, de soins, d'être protégés, tout ça. Puis on l'a vu. Bon, mais c'est sûr que là, le virus, on ne savait pas, là, on avait libéré 2000 personnes des hôpitaux pour envoyer dans les CHSLD. Bon, on ne connaissait pas. Puis moi, là, je ne suis pas celui qui va lancer la pierre là, au gouvernement actuel. Sauf que dans cette pandémie-là, on a découvert qu'il y a juste 3 des aînés qui sont en CHSLD. C'est ça, c'est quand même... Il faut en prendre soin, il faut en prendre acte, il faut bien qu'ils soient... parce qu'ils ont une condition qui est très difficile, qui serait insupportable à la maison. Non, mais sur 1 600 000 personnes aînées au Québec, il y en a 3 qui sont en CHSLD. Deuxièmement, il y en a qui sont en résidence privée, qui ont une autonomie. Là, bon. Puis, mais la plupart des gens, ils sont chez eux, au cœur de la communauté. Et il y a un sondage qui a été fait dernièrement, là, en tout cas... pour l'association, moi je suis dans une association de retraités qui s'appelle l'AREC, 92 des gens
souhaitaient rester à la maison. Le plus longtemps Puis possible. au Québec, on sait qu'on a quand même une certaine déficience par rapport à certains pays nordiques pour les soins à domicile. Donc, de créer des conditions pour que les aînés restent dans la communauté, proches de leurs petits-enfants. Là, je ne parle pas de la pandémie, mais je parle de l'après-pandémie. Là, on a d'ouvrages. Oui. On a d'ouvrages comme société pour voir le vieillir. Tu sais, comment on dit ça? La trajectoire du vieillir. Du vieillissement. Oui, mais tu sais, le vieillir, Oui. mais le vieillir dans une qualité de vie. Et bien En sûr, un jour... communion, au cœur de la communauté, Ouais, hein? Pas exclu, pas, je dirais, laissé à eux-mêmes ou confié à des spécialistes. De plus en plus, on reconnaît l'effort des proches aidants, de la famille, des enfants, des petits-enfants, les maisons intergénérationnelles, si on veut, on la cote parce qu'on a pris conscience, on a pris acte de la valeur, de l'importance de bien prendre soin de ceux qui sont nos personnes qui ont construit le pays, qui nous ont donné la vie, Non, mais c'est sûr que les aînés... institutions actuelles. Tu sais, dans le fond, je te parlais du 3 de ceux qui sont en résidence, mais comme moi, dans notre association, à Nicolette Bécancourt, c'est surtout pour l'éducation des anciens profs. Tu fais partie d'un syndicat. Psychologues. Non, c'est une association. C'est une association, Non, une association de retraités. Quand on prend notre retraite, on peut être membre pour avoir des assurances santé, des choses comme ça. Mais les gens, ils veulent se voir. Ils parce veulent qu'ils fraterniser, ont été en contact toute leur vie avec des équipes écoles, des équipes dans les hôpitaux, parce qu'il y a aussi... Il reste un fond de fraternité qui... Oui, c'est qui ça. manque. Puis ils veulent en continuer à se voir, à se fréquenter, à se parler de petits-enfants, des voyages montrer qu'ils des font. photos. Et moi, ce que je veux le dire là-dessus, c'est que Oui. les aînés, là, une chance qu'on vous a. Ben Une oui. chance qu'on nous a. Parce que quand on fait la semaine la fête des reconnaissances des bénévoles, là, Oui. et on est 200-300 au Centre des Arts à Nicolette. Puis le 4-5e, c'est des aînés. Dans toutes sortes d'associations, les chorales, des conseils d'administration, de groupes communautaires, des équipes sportives. Les aînés, là, on est là. Puis moi, dans mon organisation, les aînés, qu'est-ce qu'il y a de différent d'avec mes grands-parents? C'est que moi, les aînés avec qui je cohabite, si on peut dire, oui. bien, ils sont retraités à 60 ans, C'est 62 ça. ans. Oui, il y en a plusieurs. Deuxièmement, la plupart sont en santé. Mais la oui. plupart. C'est sûr qu'il y a des exceptions. C'est une richesse. Puis troisièmement, ils sont formés. Donc, ils ont un bagage, ils ont une culture. Bon, un est en informatique, l'autre est en mathématiques, l'autre est infirmière. Ils ont une carrière, ils ont une expérience, ils ont une expertise. Une Puis compétence. souvent, ils ont voyagé un petit peu. Puis ça, je disais que les aînés, c'est très important quand tu sors du pays, puis que tu vas, je sais pas moi, en Tunisie ou en France, je sais pas moi, en Afrique. Quand tu reviens au Québec, là, la paix, là, c'est une valeur pour toi. C'est une denrée précieuse sur la planète. Fait que les aînés, on a besoin de leur regard, non seulement pour le bénévolat, non seulement pour leur expertise, mais pour leur regard sur le monde, puis le sens de la famille. Ben, tu vois, dans cette pandémie-ci, là, la famille, là, tu sais, on en a souffert. Puis l'amitié, je dirais aussi, parce que l'amitié, tu sais, la famille, des fois, tu ne choisis pas, mais tes amis, normalement, tu les choisis. Au fil des événements de ta vie, tu te fais des amis. Fait que moi, je suis très... il n'y a pas juste des aînés dans la société. Ben non, mais tu as passé ta vie auprès des jeunes. Non, mais il n'y a pas juste des aînés dans la société, mais ces aînés-là, là, non, mais ils ont des petits-enfants. Puis ils veulent une qualité Non, mais ils veulent une qualité en éducation. Parce que des fois, on dit mettez pas tout l'argent sur les aînés. Non, c'est pas ça qu'on dit. Non. Mais un aîné sur deux, 45 ou 46 vit sous le seuil de pauvreté. Ça, il faut arrêter de taire ça. Fait que les aînés, là, on a une société qui a un peu d'allure, protège les plus vulnérables, comme des personnes handicapées, des personnes déficientes, des enfants autistes, mais aussi certains de nos aînés qui ont 80 ans et plus, qui sont plus amochés par la vie. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, la machine, là, elle bug. Hein, le corps, il devient malade. Je reviens aux aînés puis leur lien avec les jeunes. Ouais. Le pape François a une belle intuition dont nous parlait déjà Gérard.
le lien entre ces deux catégories, c'est que le pape François pense que les aînés ont encore des rêves pour le futur, puis que quand ils racontent leurs rêves aux jeunes, les jeunes passent à l'action puis réalisent les rêves des aînés. Ouais, c'est une belle intuition de François de nous amener à cette communication entre les personnes d'âge mûr, les jeunes, comment ils voient une complicité, puis dans l'avenir, dans le projet d'avenir, non? Oui, bien sûr, puis je ferais une blague. D'après moi, le pape François a lu les livres de Gérard. Hein? Non, parce que tu disais que Gérard en parlait déjà avant. Oui. Parce que dans le prophète Joël, dans l'Ancienne Alliance, il disait que dans les derniers temps, mais c'est une façon symbolique, là, dans les derniers temps, les vieillards auront des songes et les enfants deviendront prophètes, c'est-à-dire qu'ils réaliseront les songes. Puis moi, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais adolescent, moi, j'étais un converti, je n'étais pas croyant. Là. Moi, le petit catéchisme, j'aimais pas ça. J'aimais pas ça. Bon. Mais là, j'ai suivi des cours de morale et en secondaire 3, j'ai eu M. Normand Maurice, qui était prof de morale. Je l'ai eu en 3, 4 et 5. Ça a été vraiment un maître à penser pour moi, qui m'a aidé à me trouver. Mais Normand Maurice, là, que plusieurs d'entre vous devez connaître. Si vous ne le connaissez pas, il est à découvrir. Mais ça a été quelqu'un qui a eu un rêve. Que le salut est aussi dans la création. Il faut prendre soin de la terre. Il faut prendre soin de la terre parce que la matière, là, il n'y en a pas infiniment. Il appelait ça de l'or. Dans les poubelles. Dur. Ah oui, c'est ça. Non, mais, sa première exposition, c'était des œuvres d'art faites à partir de recyclage. C'était de l'or dur. Non, mais moi, ce que je voulais dire par ça, c'est qu'il y en a qui ont repris, disons, ça a commencé ici, mais qui ont repris cet héritage-là de prendre soin de la maison commune, comme dirait le pape François, ou de la planète, ou ceux qui n'aiment pas le mot création parce qu'ils sont des athées, la Terre. C'est un très bel exemple. La qualité de l'eau, toutes sortes de choses, là, l'air, puis bon. Puis, saviez-vous quoi? Les jeunes au Québec, là, la pandémie les a refroidis un peu, là, parce qu'ils ont été isolés, mais ils ont été dans les rues. Oui. Hein? L'environnement s'invite à l'université, puis je pense, entre autres, autour de l'homme de théâtre, là, Dominique Champagne, le pacte de la transition, il y a quand même 350 000 Québécois qui ont signé. Ce que je veux dire, c'est que il y a eu des rêves d'adultes avant nous qui sont en train d'être repris par les générations, puis en devenir le plus grand mouvement mondial actuellement. Je m'excuse, mesdames, c'est plus le féminisme, c'est le féminisme, ça a encore sa place. Sa place. Ça a vraiment sa place, surtout dans les années qu'on vit. Mais l'environnement, hein, la guerre au climat. C'est une préoccupation c'est ça. Qui donne je dirais, qui donne du gaz, qui crée des moteurs. C'est un moteur de changement. Les jeunes sont dévoués pour la planète. On le voit maintenant dans, je dirais, le legs de Normand, avec Solidarité Jeunesse, avec Rock à la Polyvalente. Ça fait partie de ce que Normand puis pour a légué faire encore du pouce sur ce que ici tu disais, dans la région. Ce que tu disais à un moment donné, quand Marie-Joseph sont allés présenter Jésus, l'enfant Jésus au temple, parce que la loi de Moïse, le fils premier-né, il fallait le présenter au temple. Puis il y en a qui... dans ce temps-là, il y avait des sacrifices d'animaux. Mais c'est drôle parce qu'à Jésus, Marie-Joseph, c'était un couple de tourterelles. Ceux qui offraient un couple de tourterelles, t'es pas riche. T'es pas des pas riches, ceux qui avaient des agneaux, des bœufs, tout ça. Puis là, il y a un vieillard. Ils ont rencontré Siméon. Siméon, puis Anne, qui prophétise que cet enfant-là va rassembler. Vous allez voir où je veux en venir. Mais qu'un cœur va bouleverser Marie. Ça va être transpercé dans son âme parce qu'il va être quand même un signe de contradiction parmi les gens. Bon. Fait que là, Joseph et Marie ont entendu ça, ils sont revenus en méditant dans leur cœur, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, les aînés, ils pointent les nouvelles pousses. Tu sais, leur rêve, leur utopie. Sensibles. Parce que eux, ce couple-là, dans le temple, ils attendaient le Messie d'Israël. Là, ils louent. Il y a une prière qui loue le Seigneur de l'avoir vu. Fait que moi, ce que j'aurais le goût de dire à nos aînés qui nous écoutent, émerveillez-vous devant vos enfants, vos arrière-petits-enfants, parce qu'il y a des prophètes qui sont en train de naître.
on ne pourra plus être comme on était avant la pandémie. Puis même avant, en 1900, puis en 1800, les jeunes, là, ils sentent l'avenir, ils vont le modeler, c'est ça. Fait que puis ça, là, ça prend souvent la parole d'un grand-père ou d'une grand-mère pour confirmer à un enfant t'aimes l'école, lâche pas, t'aimes le sport, ça te détend. T'es donc bien fin que tes cousins. Tu sais, moi, j'appelle ça un rôle de confirmation des forces des jeunes. Des intuitions. Oui, puis surtout qu'ils sont devant vous autres, ils vous admirent. Profitez-en. Mais pas profiter pour les dominer, pas profiter pour les exploiter, pas financièrement, mais en mettre plus que le client en demande. Non. Mais on dit toujours qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui sait converser avec les gens. Il sait dialoguer. Fait que sans imposer vos valeurs, là, je parle plus aux aînés qui nous écouteraient, de dire de temps en temps, exemple, que vous lisez l'Évangile ou que vous avez aidé un voisin qui était mal pris ou que, je sais pas, vous êtes émerveillé en faisant une randonnée au mont Arthabasca sur la montagne, puis vous trouvez que le soleil était resplendissant, puis que vous avez hâte de revoir votre famille. Tu sais, de dire nos affaires, on a le droit de prendre notre place socialement, les aînés. C'est vrai. Sans être dogmatique envers les jeunes, mais en les accompagnant, puis tu sais, en disant aussi qu'est-ce qu'on porte. Parce que si on veut qu'ils agissent, il faut qu'on partage nos rêves. C'est très beau. Mais d'abord, je pense que le rôle premier du grand-parent auprès de l'enfant, c'est l'écoute. Ah, c'est ça. Souvent, le jeune, c'est une relation privilégiée parce que le moment avec son grand-parent, sa grand-maman, son grand-papa, c'est un moment où il peut enfin dire des choses que ses parents n'ont pas le temps, n'ont pas l'envie, n'ont pas d'entendre. Il y a une complicité, il y a une collaboration qui peut s'installer si on prend le temps d'écouter nos jeunes. Il faut dire aussi que les aînés, c'est des fois quand tu ne travailles plus à temps plein, que tu as du temps. Tu inventes ta journée, mais ils sont très, très impliqués dans le bénévolat, entre autres, mais ils sont zen. Il y a comme une charge. Il y a comme une cape de plomb qui est tombée dans leur vie. Ils ont travaillé dur, puis ils ont plus ou moins exploité tout ça des fois. Là. Mais ils sont zen. Ils ont une certaine paix. Ça l'attire les jeunes. Puis des fois, un aîné, là, quand j'ai quelque chose à te dire, grand-papa, là, c'est pas comme les parents. Ils vont tout arrêter. C'est ça. Ils vont écouter. Exact. Ils vont être attentifs. La facilité aussi de communication entre les grands-parents puis les petits-enfants, c'est parce que il n'y a pas la charge de peur, d'anxiété, que portent les parents. Il va-tu réussir? Il va-tu... Puis surtout, je dirais aux grands-parents, soyez confiants. Priez pour les petits-enfants. Moi, je remarque que souvent, les petits-enfants, ils ont l'intuition de la foi parce qu'ils disent à leur grand-père, « Tu prieras pour moi. J'ai un gros examen aujourd'hui. » Ça commence comme ça, les intuitions de la foi. Hein? Puis dans la transmission de la foi, il y a aussi la prière aux personnes âgées, aux grands-parents décédés. Mon fils me disait... tout innocemment dans sa première année de cégep. Tu sais, maman, là, dans ma classe, les gens, ils disent que Dieu n'existe pas. Mais quand je leur demande, ben, quand tu es découragé, le prof de philo, il nous a demandé ça aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes découragé, quand vous avez des inquiétudes? On pense à notre grand-mère, on prie notre grand-père, notre grand-mère décédée. C'est je dirais, le résidu ou le résultat, ce sera un mot plus juste, de cette belle confiance qui s'est installée, à mon avis, du vivant, du grand-parent, puis qui est une intuition de quelque chose de beaucoup plus grand, de la foi en la vie, la foi qu'on peut donner à nos enfants, d'abord, d'être eux-mêmes, puis ça, c'est beau, mais la foi qu'on peut leur donner aussi en la vie en général, puis en la parce possibilité que moi, j'ai remarqué ça, Marie-Josée, là. C'est que des fois... on n'a pas besoin de parler de Jésus, pas besoin de parler non, de la foi. Non, c'est ça. Des fois, tu sais, moi, j'avais une activité, c'était un séjour à monastère. Oui. Je disais aux jeunes de secondaire 4-5, on va passer 28 heures dans un monastère. Vous allez avoir comme des enveloppes pour réfléchir sur votre vie, mais les moniales ou les moines ont des temps de prière.
C'était mon activité où j'avais entre 125 et 150 personnes qui donnaient leur nom. Pour y aller. Puis des fois, comment très t'es choisi? spécial. J'en choisissais 40-50 par Ouais. année, parce que je ne voulais pas toujours être partie de l'école. Puis souvent, dans l'entrevue, Aller. tu désires y aller, bon, ben Pourquoi? tu pries-tu de temps en temps? Ben moi, je prie mes grands-parents, parce qu'il y en a beaucoup de grands-parents qui sont, hélas, décédés. Fait que ça montre qu'il y a déjà une recherche de spiritualité. Puis il ne Qu'il y a faut un pas lien avoir honte de ça. privilégié. Non, Puis au même contraire. tout ce qu'on appelle aujourd'hui la psychologie du bonheur, là, la méditation, tu sais, de se sentir bien, tout ça. Il Oui. ne faut pas mépriser ça parce que c'est une forme d'intériorisation. C'est sûr que c'est pas catholique, c'est pas Jésus, mais il y a quand même une assise que Il y a le des matérialisme, le matérialisme, on en a marre. L'hyper-société de consommation qui nous dit que le bonheur, c'est dans l'acquisition d'objets, hein? On en a marre, on cherche d'autres choses. Puis là, je vais faire un clin d'œil à quasiment un grand-père, Ah oui? à Roch Tourigny, Ben oui. avec Solidarité Jeunesse. Il y a plein de jeunes qui ont fait un pèlerinage vers les plus vulnérables des Amériques. Haïti, Nicaragua, puis peut-être d'autres pays là, que Surtout je connais aussi pas. les personnes autochtones. Oui, nos Autochtones du Québec qui vivent des fois dans des communautés très rudimentaires, là, dans le sens au niveau matériel, Oui. à comparer à nous. Ça fait que ça, là, ça jette à Des terre. expériences. Ça jette à terre des parents. Mais qu'est-ce qu'on a manqué pour que nos jeunes Et s'intéressent à envie des de expériences comme ça? Mais il n'y a rien manqué, c'est parce qu'ils sont en recherche. Exact. Il faut accompagner cette recherche-là. Puis je trouve que les On n'a grands-parents... pas nécessairement de solution, Oui. mais on a une belle offre de service. Marc, je suis obligée de t'arrêter. Hey, savez-vous quoi? On Oui. parlait de ça parce que la 4e semaine de juillet, Il y aura une le journée. pape François a décrété le 17 janvier une journée mondiale pour les grands-parents et les aînés. Alors, on se retrouve le 4e dimanche du mois de juillet. Merci à tous d'avoir été là. À bientôt. Hey, c'est pas déjà fini. C'est fini?